Bonsoir, bon dimanche. Figure féminine marquante de la scène politique camerounaise, Jeanne Tsoga s'est imposée depuis plus d'une trentaine d'années comme l'une des voix influentes de l'environnement politique national, mais aussi du Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC, dont Issa Chiroma Bakary est président. Lui qui est ministre récemment démissionnaire du gouvernement Paul Biya, par ailleurs candidat retenu à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Jeanne vient, elle également, de quitter ce parti politique, exclusion ou démission. Toujours est-il que l'ancienne secrétaire générale du FSNC a contribué à structurer le parti et à porter ses positions sur des enjeux sensibles. La protection des terres et des ressources naturelles, en particulier dans le département du Mungo, et la défense de certaines identités communautaires dans l'espace public, sujet qui suscite parfois controverses et débats. Dans cet échange exclusif qu'elle nous accorde, elle revient sur son parcours personnel et professionnel, son engagement politique, ses relations avec l'ancien ministre membre du gouvernement Issa Chiroma, ses combats pour la souveraineté foncière, ses positions identitaires, sa lecture du processus électoral et qui sait peut-être sa vision pour le Cameroun. Jeanne Tsoga, bonsoir. Bonsoir Zipita. Merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir au lendemain de cette lot d'actualité. Êtes-vous sereine? Oui, je pense que oui, parce que je suis convaincue que je fais les bons choix. D'accord. Qui peuvent être incompris à un certain moment donné. Mais tant que je ne dérive pas de mes convictions propres et des principes qui régissent ma vie, je suis sereine. D'accord. Alors Jeanne, on va, je l'ai dit, peut-être d'abord découvrir qui vous êtes. Jeanne Tsoga, qui êtes-vous? Alors je suis, j'aime le dire, une petite femme bantou, née en Union des républiques soviétiques socialistes dans les années 60, d'une maman russe et d'un père camerounais, Bassa, ancien maquisard, arrivé en Russie par le biais des canaux mis en place par l'UPC pour promouvoir l'élite intellectuelle camerounaise de l'époque. Mes parents se sont mariés, mon père et ma mère sont rentrés au Cameroun à la faveur d'une invitation ou du relâchement, on va dire, organisé par le président Amadou Ahidjo qui invitait les intellectuels camerounais à revenir et à faire table rase du passé. Donc mon père est revenu au Cameroun en 1967 et ma mère et moi 2 ans plus tard, dans la mesure où il fallait que mon père revienne, qu'il s'installe. Donc je suis rentrée au Cameroun où j'ai fait toutes mes études, je suis juriste de formation. J'ai travaillé dans le privé toute ma vie. Mais il faut dire que dans les années 90, après mes études, je suis rentrée tout de suite de plein pied dans la politique. D'accord. Je suis, peut-être qu'il faut le dire, je suis maman de 8 enfants, mariée depuis, c'est notre 42e année de mariage aujourd'hui. Donc je pense que j'ai peut-être un profil atypique parce que je suis multiraciale, multiethnique également. Je suis née d'un père Bassa avec une grand-mère étonne. Je suis une petite fille étonne, ah oui. Et d'une mère russe. Et d'une mère russe. Du cocktail Molotov, on dirait. Voilà, qui avait une maman tchétchène. Donc vous voyez que ce n'est pas un cadeau. Je suis mariée à un ballot. De façon triviale, on dirait que vous êtes sans chaud. Non, parce que les Russes ont la réputation d'être plutôt un sang-froid. Je suis un sang-froid, mais je suis direct dans mes propos. C'est-à-dire que je ne me cache pas de mes opinions et je ne sais pas faire semblant. Peut-être que c'est là le plus grand des défauts pour quelqu'un qui va en politique, ne pas savoir faire semblant. D'accord. Quel souvenir marquant gardez-vous de votre enfance, votre vie de famille? Alors, le souvenir marquant qui me vient à l'esprit tout de suite, là, quand vous posez la question, c'est mon arrivée en Afrique avec ma mère dans un environnement totalement différent de celui que je venais de quitter, où les choses se passaient tout à fait différemment. Et mon arrivée en Konsamba, parce que mon père était en fonction en Konsamba. Et le départ, c'est-à-dire le parcours entre Douala et Konsamba, a été émaillé par des contrôles de police et de gendarmerie
qui m'étonnait un peu parce que ce n'était pas dans nos habitudes de fonctionnement. Laisser passer. Il fallait laisser passer. On présentait laisser passer. Et mon père qui était venu nous chercher à l'aéroport, ça c'est vraiment mon premier souvenir qui m'a marqué, qui ne m'a jamais quitté, avait une série de laissés passer. Il se trouve que il n'y avait pas la photo de ma mère sur le laissez-passer parce qu'elle était à l'extérieur quand il avait demandé la délivrance de ces laissés-passer. Et c'était très très compliqué. À chaque fois, on perdait un temps fou à l'identifier pour être sûr que ce qui était mentionné sur le laissez-passer était bien. En face d'eux, ils avaient bien la bonne personne. Et j'étais très très étonnée parce que je n'avais pas l'habitude, donc j'arrêtais pas de demander à mon père en russe, parce que je ne parlais que le russe à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tous ces gens veulent arrêter maman? Et mon père devait m'expliquer que non, ce n'est pas une arrestation, c'est un contrôle de police, que les choses se passent différemment au Cameroun et qu'il va m'expliquer plus tard. Donc ce voyage qui a duré environ 7 heures, parti de Douala pour arriver en Konsamba à 7 heures, en 7 heures, en raison du nombre de postes de contrôle, m'avait marqué la petite fille que j'étais et qui ne comprenait pas cette façon de fonctionner. Vous avez sensiblement quel âge? Eh bien, quand je suis arrivée en 1969, j'avais 6 ans. Ah d'accord. 6 ans. Je vois le traumatisme. Oui. Donc on est arrivé en Konsamba et mon père était logé dans une maison de fonction, qui ressemblait plus ou moins aux fonctions, aux maisons qu'on habitait à l'époque en Russie. Mais j'avais constaté qu'il y avait une sorte d'atmosphère très lourde parce qu'il y avait l'armée partout. C'était un quartier très sécurisé, un quartier où étaient logés les responsables, les fonctionnaires responsables qui étaient en responsabilité. Et je n'avais pas d'enfants, presque pas de camarades de jeu. Donc pour la petite fille que j'étais, qui avait l'habitude d'aller dans les parcs, jouer avec des enfants, qui étaient dans ce qu'on appelle les dachas, qui sont une sorte de foyer réservé aux enfants qu'on voulait, mettre en situation pour les préparer à embrasser plus tard une carrière ou choisir un métier. C'était un environnement totalement différent et j'ai appris par là à avoir un ami invisible. Alors je me rappelle de ce souvenir-là parce que cet ami invisible, je l'ai gardé quasiment, même étant mariée pendant 2 ou 3 ans parce que mon mari était très perturbé. Par ça, il me disait, mais tu as comme... C'est comme si tu es habité par quelque chose. Non, c'était un ami invisible qui m'accompagnait partout. Vous vous êtes fait une imagination? Une imagination pour me protéger, parce que je dois dire... Ne pas être seul, pour lutter contre la solitude. Contre la solitude, c'est vrai, mais aussi contre la manière différente de se comporter, parce que j'arrivais en Afrique où les gens n'étaient pas forcément amicaux. En tout cas, dans l'environnement de Konsamba, on n'était pas forcément amical, et donc je ne comprenais pas cette agressivité. Il fallait donc que je la gère. Il me fallait un ami à qui je pouvais raconter mes petits bobos de la journée et qui, dans ma tête, échangeait avec moi. Et je l'ai gardé pendant longtemps. Hein. Ça m'a permis d'ailleurs de diluer beaucoup de frustration, beaucoup de pression. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. J'avoue que... Et justement, je voulais savoir si votre environnement a influencé votre caractère actuel et vos choix politiques, vos choix de vie de façon générale. Alors, il faut dire que j'avais une maman... ma mère était enseignante. Ma mère était enseignante et extrêmement sévère. Elle était exigeante sur nos attitudes, sur notre façon de parler, sur notre façon de nous mouvoir et même sur nos opinions. Je peux dire une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 14-15 ans, c'est ma mère qui décidait pour moi ce que je devais penser. Bon, elle était vraiment le produit d'un système extrêmement rigide. C'est peut-être ça qui m'a forgé. Mais je dois dire que je suis rentrée dans cet environnement camerounais où la place de la femme était, on va dire, très peu considérée. D'accord? En plus, j'étais une métisse, donc un mélange multiracial qui n'était pas admis à l'époque. Malgré le fait que le président de l'époque avait une femme métisse, comme moi, j'étais considérée comme une blanche. Et donc, il a fallu que je construise ma carapace. Et il y a une sorte de bouclier et psychologique et, comportemental qui me protégeait qui devait me protéger de l'adversité, de ce que je considérais comme étant l'adversité. D'accord. Cela dit, vous avez commencé vos études primaires certainement en Russie, vous les poursuivez au Cameroun, vous faites également l'université ici. Alors, en Russie, on va à l'école maternelle jusqu'à 5 ans.
Ok. Et puis, on rentre à l'école primaire. J'ai donc fait une classe d'école primaire. Et lorsque je suis arrivée, je suis rentrée dans le système francophone. Je devais réapprendre la langue parce que je n'avais pas un mot de français. Je parlais essentiellement le russe. Et donc, j'ai dû réapprendre la langue. Ça m'a fait perdre, on va dire, une année. Puis après, je me suis remise dans le circuit scolaire normal. J'ai fait mes études en Konsamba, au Petit Jos, au lycée Jos, puis voilà, à l'université. D'accord. Vos années d'études ont-elles également eu un impact sur votre engagement politique plus tard? En d'autres termes, est-ce qu'il y a eu un intérêt particulier, une frustration élève, étudiante que vous auriez vécu, qui aurait plus tard déterminé le sens politique de votre vie? Je ne veux pas dire ça comme ça. Évidemment, j'ai assisté à de nombreuses réunions autour de la question politique, parce qu'à l'époque, on va dire, le milieu universitaire grouillait de ce questionnement, de ce besoin de libération de la parole. Mais ce n'est pas là, véritablement, que je me suis forgée. C'est aux côtés d'un père qui était resté, très attaché à ses convictions propres de ce il continue à considérer que nous n'étions pas véritablement indépendants. Et tout le temps, il ne manquait pas de me dire, la vraie indépendance, vous l'aurez, ou nous l'aurons, parce qu'à l'époque, il parlait de nous. Nous l'aurons lorsque nous allons nous débarrasser du franc CFA. Donc, le mot franc CFA est rentré très très rapidement dans mon vocabulaire et dans ma façon de réfléchir. Donc, la question du rejet du franc CFA s'est imposée à moi dans le giron familial. Ça suscitait quoi? Du panafricanisme, du patriotisme, de l'anti-Occident? Alors, anti-Occident, je ne veux pas dire ça dans ces termes-là. Je veux dire que ce que ça suscitait en moi, c'est d'abord un attachement très très fort à mon pays, au pays de mon père. Parce que mon père m'a dit, tu sais, un jour, si tu as un incendie chez toi, n'oublie pas de prendre ton drapeau et ta carte nationale d'identité, parce que c'est elle qui fera de toi la Camerounaise que tu es. Donc, dans ma tête, à aucun moment ne s'est imposée une autre nationalité. J'avais le choix, à l'âge de 18 ans, d'être russe. Parce que né en Russie, de mère russe, j'avais le choix d'avoir cette nationalité-là. Mais à aucun moment, cela ne m'est venu à l'esprit. Parce que, tout ce formatage m'a emmené plutôt à aimer passionnément mon pays, à chercher à faire de ce pays-là quelque chose de grand. Le Cameroun, bien entendu. Mon pays, le Cameroun, de me battre et de participer à le grandir, à le développer dans une Afrique que je voulais libre également, parce que de l'autre côté, il faut dire que mon père m'a inculqué un certain nombre de valeurs en me parlant de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. Il m'a inculqué, il m'a transmis en fait non seulement la connaissance de l'histoire africaine que lui, il avait en connaissance, mais aussi et surtout cet engagement pour le combat pour une Afrique libre. Ça, je l'ai hérité de mon père, faut le dire. Cela dit, passé les années scolaires, académiques, voici le monde professionnel. Vous avez dit, vous avez fait essentiellement votre carrière dans le privé. Quelles ont été vos expériences marquantes? Qui c'est peut-être le contact avec l'administration, frustration? Je veux dire, il faut un peu comprendre à travers votre parcours professionnel s'il y a eu également à ce niveau-là des prétextes, des enjeux qui vous ont positionné en politique. Bon, d'abord, j'ai d'abord travaillé, il faut dire, sorti de l'école dans les affaires familiales, dans les affaires de ma mère. Ma mère était propriétaire d'une série de magasins, donc je suis rentrée dans les affaires familiales à un moment. Puis très rapidement, moi je suis très, très indépendante dans ma tête. J'ai pensé qu'il était bon que je décale un tout petit peu et que je me mette en entreprise pour travailler. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans une société, une compagnie aérienne de troisième niveau qui louait des petits avions. Okay. D'accord, j'y ai travaillé en tant que responsable commercial pendant un certain temps. Et puis donc j'ai rejoint mon métier, qui est gestionnaire des ressources humaines, dans une entreprise forestière de la place où j'ai travaillé pendant 15 années. C'était une entreprise très importante qui avait environ 3000 employés, 3000 ouvriers. Donc j'y ai travaillé pendant 15 années jusqu'à ce que je décide de la quitter pour créer mon propre cabinet que j'ai depuis ce temps-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des... Évidemment, les rapports avec l'administration ne sont pas toujours au beau fixe parce que on rencontre,
dans nos parcours des personnes plus ou moins avenantes ou plus ou moins déterminées à rendre le service pour lequel elles ont été nommées. Mais je ne pense pas que cela a impacté de manière significative mon parcours politique. Mon parcours politique, je l'ai choisi tout au moins mes choix politiques, je les ai faits toujours en ayant en projection ma contribution au développement de mon pays. Ça a toujours été ça. On va donc prendre la première pause, Jeanne. Avant de poursuivre cet échange, je vous suggère, chers amis, de revenir sur une cérémonie importante pour l'armée camerounaise qui a eu lieu à Yaoundé au niveau du ministère de la Défense, notamment à la brigade du quartier général, où les officiers généraux et officiers supérieurs récemment nommés ont été installés dans leurs fonctions. Regardez plutôt. Ce sont 7 nouveaux officiers généraux de l'armée camerounaise qui sont à l'honneur ce 14 août à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé. Ils sont installés à leur nouvelle fonction par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, représentant du président de la République, chef des forces armées. Promu le 15 juillet 2025 par décret du président de la République, les généraux de brigade Raymond Boum Bissoué, Toby Gabriel Ngolo Gomba, François Pellené, Alexandre Fernand V, Robert Sadio, Guy Merlin Chembou Zambou et le contre-amiral Hilary Adé Nkwenti ont reçu leurs attributs en présence de toute la hiérarchie militaire. 8 officiers généraux ont également changé de grade. Aussi, le général de division Saleh Mohamedou a pris fonction en qualité de chef d'état-major de l'armée des terres. Le général de brigade aérienne Benoît Bédé Eba a quant à lui succédé le général Jean-Calvin Moma à l'état-major de l'armée de l'air. Ces mouvements interviennent dans un contexte sécuritaire marqué par des défis sur plusieurs fronts nécessitant l'intervention forte et rigoureuse des forces armées. Surtout à quelques semaines de l'élection présidentielle qui laisse planer quelques menaces sécuritaires sur l'ensemble du territoire. Le ministre Joseph Betty Assomo leur a recommandé d'y veiller fermement, mais aussi sur la discipline des hommes et leurs bonnes relations avec les populations civiles. Face à l'actu, ce dimanche reçoit donc Jeanne Soga, femme politique, ancienne secrétaire générale du FSNC, qui nous permet ce soir de découvrir son parcours, son engagement et surtout ses convictions politiques. La première partie, évidemment, on a essayé d'interroger son identité, qui est-elle. On va essayer de parler politique avec vous à présent, Jeanne, pour comprendre, s'agissant de votre engagement, de quand date véritablement, à quel moment situez-vous votre entrée en politique? On va dire en 1990. Ok. Vraiment en 1990, de manière libre. Parce qu'avant, c'était des murmures, c'était des échanges documentaires sur des problématiques politiques du Cameroun. 35 ans déjà. Sans que nous ne puissions véritablement nous exprimer. Et en 90, à la faveur de la loi sur le multipartisme, je me suis lancée en politique très très rapidement. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé à la politique? Maître 7. Maître 7 avait un parti politique qu'il appelait le Parti Socialiste. C'était mon voisin, c'était le voisin de mes parents, enfin d'un des magasins de ma mère. Et on parlait beaucoup politique. Il m'avait dit, il faut t'engager parce que je te trouve très bien construite dans ta tête, il faut t'engager en politique. Et il faut que les femmes commencent à s'engager en politique. Donc c'est lui qui m'intéresse véritablement, qui m'introduit dans le milieu, sans que je ne milite véritablement dans son parti, mais je dois reconnaître que ça a été la personne qui a impacté ou alors qui m'a transmis le virus de la politique. C'est lui qui m'a transmis le virus de la politique. C'est lui qui m'a dit le parcours de ton père est significatif. Si tu ne devais pas reprendre le flambeau, ce serait un beau gâchis. Et je me suis sentie investie d'une mission, voyez-vous. Donc, je rejoins à la suite de cela, il fallait que je rentre dans un parti qui me permette tout au moins de côtoyer ce monde-là. Il y avait la coalition des partis politiques, il me fallait donc rentrer là-dedans. Et je me suis un peu appuyée sur Anta Gassagaï, sur le PSP.
qui me disait tout le temps, tu n'es pas une militante de mon parti parce que tu viens uniquement quand il y a des réunions. Et j'étais curieuse de savoir comment ça se passait. Je voulais comprendre comment fonctionnait l'opposition camerounaise. Je me suis rapprochée également de Cap Liberté, de Ndjoukam Tchameni. Donc c'était un peu à la faveur une association. Oui, la société civile. Oui, une association bon, pour ce que cela veut dire. Donc j'étais dans le milieu sans vraiment avoir une carte de parti, d'accord? Et puis je décide de rentrer en politique en adhérant à l'UNDP. L'UNDP de Samuel Eboa? Samuel Eboa. Non, Samuel Eboa. Je suis de la France de Samuel Eboa. Donc je rentre dans l'UNDP après avoir été arrêté, parce qu'il faut dire que je côtoyais les partis politiques en 90-91 avec la coalition que vous connaissez, les difficultés, les meetings interdits, etc. Et puis je me fais arrêter à à Intelar. Intelar, c'était le siège de Cap Liberté. De Cap Liberté, oui. Intelar, c'était son entreprise. À l'époque, je pense qu'il travaillait dans l'informatique, un truc de ce genre. Donc on nous arrête là à une réunion qui était, semble-t-il, interdite. Et donc je suis arrêtée, mise en détention. J'étais enceinte de 4 mois. J'ai été un peu bousculée, on va dire, pour ne pas utiliser un terme qui va heurter vos téléspectateurs. Je perds cette grossesse et je me fais interner à l'hôpital à Quintini. Dans le cadre de cette arrestation, il y a une intervention. Il fallait... L'enfant n'étant pas arrivé à terme, parce que je n'avais que 4 mois de grossesse, il fallait procéder à l'évacuation de cette grossesse-là qui avait déjà... qui était vraiment... Enfin, qui était en difficulté, en détresse. Et j'avais une détresse fœtale. Donc, je suis à la Quintini, et puis bizarrement, les médecins de la Quintini font blocus et refusent qu'on me retire de la Quintini pour me ramener en cellule. J'ai perdu de vue 3 médecins qui avaient bataillé dur, dont une dame, Dr Achou, qui avait Rose, dont le prénom est Rose, je ne sais même pas si elle vit encore, qui avait mené cette bataille et qui s'était opposée à ce qu'on me sorte de la maternité où j'avais été acceptée à la suite de cette intervention, parce qu'elle expliquait que je pouvais effectivement perdre la vie si on me ramenait dans une cellule. Donc je suis restée en fait internée à l'hôpital jusqu'à la fin de notre détention. Je pense qu'on a fait, si mes souvenirs sont exacts, environ 3 mois. 3 mois de détention jusqu'à ce qu'on nous présente au procureur qui me lit un peu le dispositif de la loi. Et un rappel à l'ordre, bien évidemment, de comportement. Et puis je rentre à la maison où je retrouve un mari complètement ravagé, RDPciste, parce que j'étais mariée dans une famille foncièrement et définitivement RDPciste. Et avec un beau-père très inquiet, parce que très introduit dans le RDPC, qui était un haut fonctionnaire, qui venait de prendre sa retraite et qui se trouvait désemparé avec une belle fille, complètement à l'opposé de ses convictions politiques. Donc on a commencé à échanger sur la politique, et il a essayé de me retourner, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je suis restée dans l'UNDP jusqu'au crash Samuel Eboa, Belouba. Vous rappelez que Samuel Eboa était le président, en fait créateur d'ailleurs, de l'UNDP, l'un des créateurs de l'UNDP. Voilà, qui était le premier président. Absolument. Et à la faveur du retour de Belouba, un congrès extraordinaire a été organisé à Garoua. C'est vrai que nous étions préparés à aller battre Bello sur son terrain, avec les délégués que nous avions dans le sud, et que beaucoup de nos délégués avaient pris la route et l'avion pour y aller. Nous avons été très déçus de ne pas voir le président Eboa venir à ce congrès-là, parce que je suis sûre que s'il avait été là, les choses se seraient passées différemment. Et comment il a justifié plus tard son absence? En réalité, il n'a jamais rien dit de ça. Il ne s'est jamais prononcé. Moi-même, je l'ai rencontré à 2 reprises, j'ai posé la question. Il a toujours demandé le respect de sa réserve. Voilà. Donc il ne s'est jamais expliqué sur la question. Donc nous, on est revenus, très déçus. Avec un nouveau président de parti. Avec un nouveau président de parti, très déçus parce que
j'avais pris conscience, et ça c'était le fait même de l'explication, c'est-à-dire après le discours de Issa Turoma, qui était à l'époque le secrétaire général, et qui expliquait que le changement à la tête de l'UNDP pourrait provoquer effectivement le départ ou le désengagement du Sud, du Grand Sud, de cette formation politique, et il essayait d'attirer l'attention sur le fait que le changement de présidence c'était pas le bon moment pour changer. Malheureusement, les choses ont été ce qu'elles ont été. Donc nous, on est resté, le père Eboa a décalé, il a créé sa propre formation politique. J'ai pensé, et d'autres camarades avec moi, que c'était peut-être un peu tôt pour le suivre, parce qu'on n'avait pas de visibilité. Et dans tous les cas de figure, ce qu'on faisait, c'était, on militait dans un parti politique, pas pour un homme, mais pour les idées de ce parti. Et pour le moment, d'entrée de jeu, il n'y avait pas de changement radical de politique, il n'y avait pas de mot d'ordre pour annuler toutes les dispositions, tous les engagements pris par l'ancienne présidence du parti. Donc on est resté, j'ai été d'ailleurs élue présidente départementale du Vouri, donc de l'UNDP. À l'UNDP. Donc je suis restée un moment, jusqu'au moment où il y a eu la fameuse tripartite. Absolument. Où j'ai été aux côtés des dirigeants du parti. Puis, je me suis rendu compte que, après la tripartite, il y avait des négociations donc, pour entrer dans le gouvernement. Et j'ai vu qu'il y a... Bon, j'ai assisté à ce fameux clash qu'on connaît entre Issa Turoma, Amadou Moustapha et Bello. Il y a eu, semble-t-il, un changement de nom après une réunion, etc. Donc les deux sont rentrés dans le gouvernement. Et comme j'étais très proche de Issa Turoma, avec lequel je travaillais, c'était le secrétaire général, donc c'était la cheville ouvrière du parti, et évidemment, on a été exclus à la faveur de l'UNDP. On s'est retrouvés un peu orphelins. Puis on a créé l'ANDP. Moi, je suis l'un des membres fondateurs de l'ANDP, de Amadou Moustapha, avec Amadou Moustapha comme président. Avant peut-être de poursuivre dans l'ANDP, restons un peu sur ce moment. Quel était votre rôle? Je sais que vous avez joué un rôle singulier au cœur de cette tripartite, tout au moins au niveau du secrétariat, au niveau de toutes les tractations qui ont été menées dans le cadre de cette activité politique. Alors, au niveau de la tripartite, je voulais dire avant cela, avant la tripartite, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre, membre du gouvernement, qui était Ayatou. Sadou Ayatou. Sadou Ayatou. J'ai été le chef de mission, j'ai été mise en mission. C'est moi qui ai conduit cette délégation de l'opposition lors de cette rencontre-là. J'étais très jeune, j'avais 6 ans. Donc c'était très impressionnant. Mais j'avais été certainement choisie pour mon côté radical, le côté radical de mon caractère. J'avais un caractère très trempé. Et j'étais convaincue que, on va dire, la fermeté aiderait l'opposition à avancer dans ses revendications. À cette occasion-là, j'avais remis le mémorandum de l'opposition qui a donné lieu à cette fameuse tripartite. Parce que dans le mémorandum, il y avait un certain nombre de revendications dont nous avons discuté à la tripartite. Alors, il faut dire que mon rôle dans la tripartite, j'ai été dans une ou deux sous-commissions. Je suis généralement en politique, je suis assez réservée, c'est-à-dire j'aime pas les premiers rôles. Je suis toujours dans la cheville ouvrière, je suis la personne qui apporte des informations, je suis dans la recherche documentaire, je suis dans la proposition, mais je n'aime pas trop me mettre en avant parce que je suis dans un environnement politique extrêmement, on va dire, non pas machiste, bon, on va dire machiste parce qu'il est extrêmement contenu et maintenu par les hommes. Donc le rôle des femmes à ce moment-là, on n'était pas très nombreuses à monter au créneau. Le rôle des femmes était, assez singulier. Et comme je me refusais à être dans le folklore, j'essayais de garder une posture de femme intellectuelle qui a quelque chose à apporter en travaillant avec des décideurs sans jamais rentrer dans le folklore. Voyez-vous, donc c'était quand même une posture qu'il fallait tenir pour pouvoir avancer et pouvoir libérer la parole des femmes, parce que c'était pas évident. C'était vraiment pas évident à l'époque de convaincre les femmes de rentrer en politique. Et Dieu seul sait que l'entrée des femmes en politique va libérer véritablement beaucoup de choses par la suite. Voilà. Allons-y à l'ANDP. Donc on crée l'ANDP à Limbé.
Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Le progrès, avec à sa tête Amadou Moustapha. Mais aussi un ancien exclu de l'UNDP. Bien sûr. Absolument. On a été exclus ensemble. On est sur la, sur la même liste. La mauvaise liste. La mauvaise liste. Donc, on crée l'UNDP. Mais je vous avoue une chose, c'est que, comment dire, à ce moment-là précisément, vu le nombre d'enfants que j'avais, j'étais, comment dire, très, très inquiète sur l'avenir de mes enfants parce que j'étais trop souvent absente. Et quelque chose m'a décidé à décaler de la politique à un moment, parce que je suis restée quand même pratiquement 15 ans sans faire de politique. Je suis rentrée à la maison un soir et mon fils, qui était encore un bébé, je lui ai tendu les bras et il s'est détourné vers la nounou. C'est-à-dire que, un peu comme pour me dire, je ne te reconnais pas et je préfère la nounou. Ça a provoqué chez moi un choc. Et j'ai donc pris la décision, j'ai expliqué au président Amadou Moustapha et à Issa qui était... à l'époque, secrétaire général de cette formation-là, j'aurais dit que je préfère prendre un peu de recul, m'occuper de ma famille, accompagner mes enfants dans leur éducation pendant un certain temps. Et donc je l'ai fait jusqu'à ce que Issa Turo m'appelle pour me dire qu'il est en train de créer une formation politique. D'accord. M'expliquant que, bon, pour des raisons pratiques, et de, comment dire ça, et de vision politique, il ne pouvait plus continuer avec la NDP et donc il créait sa propre formation politique qu'il appelait le Front pour le salut national du Cameroun. Je vous suggère un autre arrêt pour marquer une étape et on reviendra là-dessus juste après le reportage qui suit. Vous le savez également, tout récemment, il y a eu des nominations d'un certain nombre d'administrateurs civils, notamment au niveau des sous-préfectures. Et l'autre regard s'est arrêté à l'arrondissement de Yaoundé 2e, où le nouveau sous-préfet a pris le commandement. Suivez plutôt. Le contexte actuel au Cameroun, marqué par l'organisation et la tenue de l'élection présidentielle le 12 octobre prochain, s'impose comme premier challenge à relever au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2, le nommé Aboubakar Gagba. Vous devrez assurer tout l'accompagnement institutionnel à ELECAM. Suivre sans ingérence les activités des partis politiques légalisés présents dans votre unité. Restez le plus loin possible, monsieur le sous-préfet, du sport des politiciens. Que votre maison ne devienne pas une chapelle de messe de minuit pour renverser ou positionner X ou Y. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. L'arrondissement du département du Mfundi, quasi urbaine, cosmopolite, est souvent au centre de l'actualité avec des faits sur l'insécurité, particulièrement l'attaque par ceux qui sont appelés microbes, le désordre urbain, principalement dans les espaces marchands, et les litiges fonciers. L'administrateur civil principal Aboubakar Gagba est nommé en juillet dernier. Il remplace à ce poste Daouda Ousmanou, muté au même poste dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. La cérémonie de passation de commandement, c'est ce 12 août 2025. Désolé pour ce léger désagrément au niveau de l'extrait du préfet du Mfundi. Néanmoins, l'essentiel a été retenu. Jeanne Sogan poursuit donc. Avant peut-être de parler de votre arrivée au FSNC ou de l'intérêt, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur votre relation avec Issa Tiroma Bakari. Vous dites-vous le rencontrer dans le combat politique. Durant toute cette période, UNDP, exclusion, tripartite, lutte aux côtés de la dynamique de l'opposition dans les années 90, quels ont été vos rapports sur le plan politique? Alors, il faut dire que, je vous ai dit, j'ai été son bras droit politique. Il était la cheville ouvrière et je travaillais avec lui de manière très étroite. On a toujours eu une relation politique avec des visions qui se rejoignaient. Absolument. Enfin, c'est l'impression que j'ai toujours eue. Du coup,
Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des malentendus. Évidemment, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis très indépendante dans ma façon de penser. Et il m'avait semblé être très, on va dire, très réceptif à écouter les autres. Bon, donc, il me consultait régulièrement pour un sujet ou l'autre, non pas parce que je lui dictais ou que j'étais son directeur de conscience, mais il avait besoin de contradictions, d'avoir des avis, okay. Oui, de contradictions même, parce que quelquefois il suscitait la contradiction. Et ceux qui nous connaissent savent que généralement, quand il me présentait, il disait « Ouh, celle-là, vaut mieux ne pas l'attaquer parce que avec elle, ça démarre très vite. » Donc, on a une belle relation, je pense, une relation empreinte d'amitié, de fraternité. J'aimais le présenter comme étant le grand frère que je n'ai pas eu parce que moi je suis l'aîné des enfants de mes parents et je n'ai jamais eu que des petits frères et des petites sœurs. Et j'aimais le présenter comme un grand frère. Je pense qu'on avait une belle relation. Maintenant, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai suivi dans le FSNC. D'accord. C'est pour ça. Alors, vous le dites, à aucun moment, durant ce moment politique, même pas quand il est rentré dans le gouvernement, on le sait, Issa Chiroma a positionné comme, je vais me redire, opposant, souvent même radical, puisqu'il a fait la prison bien avant. Et puis, à un moment donné de sa vie politique, il rentre dans le gouvernement. Vous étiez en harmonie avec ça? Alors, je vous ai dit qu'on a été exclus ensemble. Ça veut dire que d'une certaine manière, j'ai soutenu cette position parce que cette entrée dans le gouvernement ne s'est pas faite au hasard. Elle s'est faite parce que le parti avait pris un certain nombre de décisions, avait convenu de certains, enfin, avait convenu un certain accord avec le gouvernement de l'époque, le gouvernement de RDPC. Et puis on a appris que entre notre réunion et le dépôt de la liste des propositions que le parti, des membres du gouvernement que le parti avait fait, il y avait eu des changements. Donc évidemment, moi qui avais assisté à toutes ces tractations-là, je me suis sentie solidaire de Issa Chiroma et de Amadou Moustapha. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on a été exclus ensemble. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire on n'a pas péché parce que j'étais... on n'aimait pas mon visage, mais parce qu'on savait que j'étais solidaire. Vous étiez une fidèle de Issa, voilà. Dans les mêmes convictions, dans les mêmes... donc vous payez également de sa note en termes de censure. Avec du recul, vous direz que c'était quel genre de ministre, politiquement parlant? Je veux dire, vous n'allez pas lui faire une note en tant que son patron au gouvernement, mais vous êtes une citoyenne, vous avez une certaine expertise politique. D'ailleurs, vous faites le bilan du gouvernement Biya depuis 43 ans tous les jours. Singulièrement, le ministre Chiroma, vous direz que c'était quel genre de ministre? En tant que ministre des Transports? Tout son parcours ministériel. Mais il était au transport, il était à la communication. Et puis le bilan qui circule de Issa Chiroma, c'est moi qui l'ai fait. Ah d'accord. C'est moi qui l'ai rédigé, c'est moi qui l'ai mis en ligne en réplique à un ami et grand frère sur Facebook, Maître Epinci, qui avait fait une sortie que j'avais estimée un peu rabaissante. Et en réplique, j'avais fait ce bilan de Issa Chiroma qui a été récupéré après par les communicants pour redire, enfin rappeler ce que Issa Chiroma, en tant que technicien à la tête des départements ministériels où il a été, a eu. Et je pense que peut-être qu'il aurait pu faire mieux dans un autre environnement, plus serein, plus enclin à déployer, mais je pense qu'il s'est mieux battu, en tout cas, que de nombreux ministres. Et je ne peux pas dire que c'était un mauvais ministre. Dans tous les cas de figure, au plan relationnel, je ne sais pas. C'est peut-être au niveau du ministère de l'Emploi que j'ai senti qu'il était un peu sur la défensive dans ses rapports avec certains de ses collaborateurs, mais je veux dire, au plan du rendu, c'est-à-dire de la réalisation d'un certain nombre de choses, je pense que son bilan n'est pas très mauvais, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il ait connu quelques affaires pour son entraîne, au ministère des Transports, il y a l'affaire Camer. Oui, alors non, mais ça c'est comment dire, ça ce sont des échecs. On ne peut pas avoir un parcours linéaire à la tête d'un ministère. Il y a des choses très bien positives que vous faites et puis des choses qui ont, on va dire, des résultats mitigés. Le choix de faire, enfin, l'envie ou la décision de choisir la maintenance, de déporter la maintenance en Afrique du Sud, c'était un choix, je pense, panafricaniste, si on veut reprendre le terme. Donc ce n'était pas
empreinte de mauvaises intentions. Peut-être que ce qu'il a manqué, c'est de s'entourer de précautions sur la qualité de la maintenance. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que au sortir de l'enquête qui a été menée, Boeing a été indexé comme étant le responsable de ce qui s'est passé. Cela veut dire que ce n'est pas la décision de délocaliser la maintenance qui a impacté sur l'accident, mais c'est plutôt la qualité de la maintenance qui était en fait dirigée par Boeing, il ne faut pas croire, même si c'était en Afrique du Sud, qui a posé problème et qui a donné les résultats qu'on connaît. D'accord. Mais bien plus loin, il y a eu la question de la TNT au niveau du ministère de la Communication. Bien avant, il y a ce changement de la Constitution en 2008 pour lever le verrou de la limitation des mandats pour le président de la République, où Issa Chiroma faisait quand même partie des ministres qui étaient envoyés auprès de l'opinion. Il n'était pas ministre à l'époque, il était simplement un communicant. Il était envoyé auprès de l'opinion pour battre campagne en faveur de... Et il assume ses responsabilités là, en faveur de la levée du verrou. En tout cas, devant moi, toujours, le FSNC a été créé à la faveur de cette affaire-là. Et je pense que la personne qui a encouragé le président Issa Chiroma a créé son parti est tout à côté de lui. Et c'était justement pour soutenir cette démarche, pour accompagner le président de la République au changement de la Constitution et pour faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Mais en réalité, ce n'était pas véritablement un gros problème, même si c'est devenu un problème par la suite pour certains, parce qu'on avait l'exemple de l'Allemagne. Il n'y a pas de limitation de mandat. Tout est dans la conduite de la politique du pays. Donc, en réalité, lorsque Issa Chiroma décide de rentrer dans cette campagne-là, c'est pas pour nuire aux Camerounais, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue, sinon je me serais braqué tout de suite. C'était pour dire que ce n'est pas la limitation de mandat qui pose problème, et nous avions bien perçu à l'époque que la démarche implémentée par le président de la République allait dans un sens que peu de gens auraient pu atteindre. Par exemple, les accords coloniaux, ça, il ne faut pas oublier. Je ne pense pas véritablement que si on avait en ce moment-là changé le président, on aurait pu y arriver, parce qu'on voit bien que dans les pays voisins où il y a eu une sorte d'alternance, on est encore en plein dedans. Donc, il nous fallait quand même une certaine stabilité de ce côté-là. On a bien perçu que à ce moment précis-là, le président Paul Biya était la personne qu'il fallait et que le changement à la présidence de la République pouvait être un problème pour résoudre ce type de questions-là. Voilà. D'accord. Venons-en donc à votre vie au niveau du FSNC. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Comment le projet est mis en place et comment vous y adhérez? Le projet est mis en place, c'est un projet, bon, si vous regardez la liste des membres fondateurs, vous verrez que c'est d'abord assis sur la famille, c'est les frères, c'est les beaux-frères, voilà, c'est des amis proches. On crée le FSNC et puis, bon, moi j'adhère, je suis conseiller spécial, alors j'ai eu la faveur d'être nommé et d'avoir ma nomination dans le Cameroun Tribune. On en rigole aujourd'hui parce qu'on se dit on n'est pas fonctionnaire, mais bon, on a quand même, on a quand même eu la faveur de cela. Donc je suis nommé conseiller spécial du président national. Bon, parce que, comme je vous l'ai dit, je refusais de rentrer dans les organes annexes. Je lui ai dit, je ne serai jamais la présidente des femmes ou d'un mouvement de femmes ou d'un mouvement de jeunes. Je trouvais ça complètement en inadéquation avec ma façon de penser la politique. Et lui, il était dans un schéma, on va dire, plus classique, plus traditionnel, on va dire, issu de l'UNC, RDPC, voyez-vous. Il était dans cette configuration, moi non, pas du tout. Moi, je lui ai dit, je ne milite pas dans un organe annexe, où je suis dans l'organe central, c'est-à-dire FSNC, et dans ce cas-là, je donne le meilleur de moi-même, ou alors je reste à la maison, j'ai aucun souci à continuer ma vie professionnelle et ma vie familiale sans problème, surtout qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé le combat pour la restitution des faits historiques de ce qui s'est passé dans le Mungo et évidemment ce qui nous a conduit à la revendication de la restitution des terres confisquées par les miliciens de l'armée de libération nationale du Cameroun dans le Mungo. J'avais déjà commencé ce combat-là. Donc en vérité, s'il m'avait contenu dans un organe annexe, je ne serais pas entré dans le FSNC. J'aurais dit, écoute, moi j'ai un combat qui me convient très bien, dans lequel je me sens tout à fait à l'aise. Bon, voilà.
tu fais de la politique, etc. Mais lui, il a trouvé que il était bien que je sois là, donc il m'a nommé, parce que c'était une nomination, conseiller spécial du président, et je l'ai été jusqu'en 2017. Où vous devenez secrétaire général. Où j'ai été à la faveur d'un comité central, élu secrétaire général du comité central, parce que c'est ça la fonction, secrétaire général du comité central. Et donc j'ai trouvé que nous n'avions, je pense, il y avait 4 conseillers qui nous restaient sur les 8 qui avaient été élus, parce qu'il y avait eu des défections, il y avait eu des décès. On avait donc que 4 conseillers municipaux, et je me suis dit, mais un parti politique doit sortir de son... je veux dire, doit s'étendre. Il a fallu le restructurer, il a fallu travailler. C'était pas facile, parce que même dans l'idée du président national à l'époque, il avait du mal à décaler de la Benoué. Voyez-vous, c'est-à-dire que vraiment c'était très très circonscrit. Je peux dire une chose, c'est que dans ces accords avec le président de la République, parce qu'on n'a jamais eu d'accord avec le RDPC, il faut quand même le préciser, il y avait quelque chose probablement qui m'échappait parce que je ne comprenais pas qu'on se cantonne à cela. Donc, après 2018, j'ai dû, avec certains camarades du parti, lui forcer un peu la main pour sortir vers l'extrême nord. Il n'y croyait pas. Moi, j'y croyais parce que je suis une femme de terrain. Lui, il est un politique, des salons climatisés, des bureaux climatisés. C'est un niveau qui ne descend pas à la base. Moi, je suis une personne de la base, je suis une militante de la base, je rencontre la base, je l'écoute. Et donc, je savais que nous avions, comment dire ça, de bonnes possibilités dans l'extrême nord, particulièrement dans le Diamaré, par Salmana. Je me bats pour qu'il ait l'investiture, comme j'encourage le président à aller dans le Mayo-Louti et dans d'autres arrondissements. Avec Yerima Dewa qui nous a rejoints, c'était un peu plus facile pour moi parce que Yerima Dewa avait une idée plus large de l'implémentation du parti. Donc on est allé aux élections de 2020 et vous en connaissez les résultats. Dans la Benoué, on a eu, je veux dire, un échec cuisant par rapport aux attentes parce qu'il ne nous avait pas écoutés. Nous lui conseillons de mettre à la tête des listes des militants avec une certaine, comment dire ça ? Expérience. Avec une certaine expérience et une base militante avérée, connue. Il a préféré y mettre des personnes qui étaient proches de lui, des personnes de famille. Bon, on a vu le résultat. Mais partout ailleurs où nous avons été, il a vu que nous avons gagné, nous avons eu des sièges. Nous sommes passés donc de ces 4 conseillers municipaux à plus de 190. Et moi, pour moi, c'était tout bénef. À ce moment-là, je lui ai dit que je redescendais au sud pour m'occuper du sud et essayer de donner au parti une connotation plus nationale. Parce que la perception que les gens avaient du FSNC, malgré ma présence en tant que secrétaire général, c'était que c'était un parti très régionaliste. Voilà. Donc je lui ai dit, écoute, je descends dans le sud pour travailler dans le sud. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors en tant que leader politique, quelle qualité vous lui reconnaissez à Issa ? Et qui sait peut-être quel défaut, quel manquement aurait-il ? Bon, si je ne lui reconnais pas de qualité, on me poserait la question de savoir pourquoi j'y suis restée. Voilà. Je vais dire une chose, c'est qu'il sait se montrer chaleureux. La sincérité de cette chaleur, je peux dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que souvent c'est par calcul. Mais il sait se montrer chaleureux et ça rassure les gens qu'il rencontre. Je veux dire qu'il a une autre qualité, c'est qu'il écoute. Peut-être qu'il écoute trop, parce que trop écouter aussi peut nuire, dans la mesure où aujourd'hui, ce qui nous sépare, c'est d'avoir écouté des voix qui ne sont peut-être pas les bonnes. Voilà. Donc il s'est écouté. Il m'a donné l'impression, pendant de longues années, de prendre le temps de la réflexion. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'enjeu important, véritable. Parce que face à ce qui se passe aujourd'hui, je comprends que c'est un problème d'enjeu, c'est un problème d'intérêt. Donc je l'ai vu toujours pondérer dans la prise de décision, prenant le temps de décider, même lorsque les faits étaient avérés, il a toujours pris un peu de recul, quoi. Avant, j'ai jamais vu exclure un membre. Je l'ai vu démettre de leur fonction, surtout ces derniers mois, mais jamais exclure un membre. Bon. C'était pas dans sa façon de faire. Il était plus pondéré. Et je lis ça, en fait, aux intérêts politiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu réel. C'est ce que je dois comprendre. Il n'y avait pas d'enjeu suffisant pour qu'il
il ne marque, ou alors qu'on ne constate chez lui de la panique. J'ai trouvé dans Pondéré, ça ce sont des qualités qui, je le trouve très cultivé. C'est un homme très très cultivé et j'avoue que nos échanges ont toujours été très enrichissants. J'ai beaucoup appris de lui. J'aimais dire qu'il est mon mentor parce qu'il m'a donné il m'a donné les éléments ou alors les clés pour trouver des réponses aux questionnements que j'avais moi-même et aux questions qui m'étaient posées par toutes les personnes que je rencontrais et qui lui niaient la capacité d'être un homme d'État ou un homme, un homme intègre. On va dire ça comme ça. Donc, sur ce plan-là, il est très cultivé, il faut l'admettre, vraiment. Voilà, ça, ce sont ses qualités. Maintenant, ses défauts, je les découvre. Je les découvre et ça, c'est lié aux enjeux. C'est lié aux enjeux. Jeanne Soga, avez-vous été exclu du FSNC? J'ai démissionné. Nous avons eu un entretien le jour de ma démission qui m'a déterminé à partir. C'était quand ce jour? Le 12. Le 12 août. Le 12 août, au matin. Mon mari et moi, nous rendions au bureau. Il m'a appelé, j'étais dans la voiture. Nous avons eu un échange et à la suite de cet échange-là, j'ai pris la décision de partir. Parce que j'ai compris que le combat que je menais et qui était un combat que je pensais légitime et que je n'avais jamais endossé sur le FSNC, parce que ce n'est pas un combat politique, c'est un combat communautaire, il me niait de pouvoir le faire. Mieux, il voulait me l'interdire. Et ça m'était totalement insupportable. Parce que, d'abord, il m'a accusé de tribalisme. Je ne me reconnais pas dans ces mots-là parce que je suis très, très amusée par le fait que lui, il brandit trois petits-fils, Bamileke. Moi, si on devait compter, moi je ne peux plus compter ceux qui sont issus d'un mariage avec des ressortissants de l'Ouest dans ma famille. Et chez moi, dans cette famille-là où je suis, on n'entre pas pour repartir en laissant des rejetons. On rentre pour rester. Et tous ceux qui sont rentrés dans notre famille sont restés. Donc je pense que l'accusation de tribalisme, c'est simplement le fait d'avoir cédé à une manipulation. Laquelle? Alors, la manipulation, elle est menée par les sympathisants du professeur Kamto. Il y a une sorte d'alliance qui est en train... Enfin, lui, il espère avoir une alliance avec le professeur Kamto. Je ne sais pas si ça va aboutir, et ce n'est plus ma question. Mais il espérait, dans sa démarche, le rallier, et donc il espérait avoir des voix, supposées que le professeur Kamto aurait. Et donc, l'accusation que les supporters de Kamto faisaient, c'était que j'étais tribaliste. C'était tribaliste pourquoi? Parce que je revendiquais des terres sur lesquelles, d'après eux, il n'y a que des Bamileke. Malheureusement, non. Les miliciens de l'armée de libération nationale du Cameroun sont de toutes origines, y compris Bassa, y compris Eton, pour vous dire, de chez moi. D'ailleurs, le Mungo aujourd'hui a des chefs allogènes. Ces chefs allogènes sont des résidus, c'est-à-dire des descendants des miliciens de l'armée nationale. On en parle dans quelques minutes. D'accord. Peut-être pour finir avec... Issa Chiroma, ouais. Et donc c'était ça le point de rupture. Oui, c'était ça le point de rupture. C'est-à-dire l'accusation portée par les soutiens en fait, de Maurice Kamto. Je veux dire, vous avez mis face à un choix où vous restez avec lui et vous arrêtez votre bataille, ou vous vous séparez. Non, il est allé au-delà. Je préfère ne pas revenir là-dessus parce que, je veux dire, je suis une femme politique. Et je n'ai pas l'intention non plus de verser dans dans une espèce de j'ai pas de compte je veux pas régler de compte avec qui que ce soit. Okay. Mais en même temps, la décision de rompre vient de ce que je comprends en ce moment-là qu'il est influençable. Je suis en train d'accompagner un candidat à la présidentielle pour l'emmener à Itoudi. Et je constate que mon candidat, celui que je défends et à qui je pensais qu'il avait, on va dire, le charisme, la solidité mentale pour résister à des pressions, se laisse emballer par, on va dire, des influenceurs de seconde zone qui crient haro sur les réseaux sociaux. Ça m'a, comment dire, je suis descendue de mon piédestal. Et j'ai compris que je faisais courir au mien, que j'avais convaincu de me suivre, un danger imminent. Parce que l'unité foncière qui fait partie du programme de Maurice Kamto, c'est pour nous une mort annoncée des communautés. C'est
c'est une façon d'enlever aux communautés le droit à l'existence. Or, je ne pouvais plus continuer à croire en un homme qui se laissait emporter et par une rumeur qu'il avait mis en panique. Moi, j'ai senti chez le président une véritable panique. D'accord. N'empêche que il y a eu une double communication. Votre lettre de démission, datée du 12, effectivement, août 2025, et une lettre d'exclusion datée du 11, donc de la veille. D'accord. Elles sortent simultanément, elles sortent comment? Parce que c'est intéressant de voir. Plus ou moins simultanément. Je veux dire, elles sortent le 12. Alors, de toute façon, on les découvre le 12. Très bien. En réalité. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous savez très bien comment ça se passe sur les réseaux sociaux, vous y êtes vous-même, et moi depuis toujours, généralement, les influenceurs sortent les correspondances quand elles sont signées, n'est-ce pas? Pas le lendemain. Et je pense qu'une telle correspondance, surtout qu'avant, on avait en grande pompe fait annoncer un autre influenceur, bon, qui s'exprime sur tous les sujets. On lui a fait annoncer que j'avais été désavouée, alors que pour moi c'était une démarcation, c'est-à-dire que ce que j'avais pensé comprendre, c'est qu'il souhaitait démarquer le FSNC de cette démarche communautaire que nous avions. Bon, je dis, c'était un choix, mais c'était un choix qui m'indiquait en fait la voie vers laquelle il nous entraînait. Et déjà là, j'ai commencé à douter. Le lendemain, lors de cet échange avec lui, j'ai compris que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible pour les raisons que ceux qui nous écoutent peuvent comprendre. J'assure le lead d'une grosse communauté, Sawa. Je suis très écoutée, je suis très suivie, je suis très soutenue, pas parce que je suis la seule femme Sawa, mais parce que nous sommes dans un combat qui demande un minimum de solidarité. Vers cette communauté, je me suis rendue pour leur dire, voilà, j'ai fait un choix politique qui n'a rien à voir avec notre combat, mais c'est un choix politique, j'ai choisi d'accompagner tel et je vous demande de me suivre. Tous ne m'auraient pas suivi, mais la majorité, puisqu'on a vu qu'après cet épisode de rupture, on a vu qu'il y a eu une levée de bouclier, de mémoire d'homme. Je ne me souviens pas de mémoire, je ne me souviens pas avoir vu une telle levée de bouclier chez les ressortissants Sawa. Je n'ai jamais vu ça. Cette sortie où de manière claire, ils manifestaient, on va dire, leur mécontentement, leur étonnement, leur surprise. Mais pour moi, qui suis, on va dire, une sorte de guide, un des guides, je ne suis pas le seul guide, mais je suis un de ces guides-là, je ne pouvais pas endosser cette responsabilité, c'était impossible. Il fallait donc que je me démarque et que je signifie de manière claire que désormais je suis démarquée de ce candidat que pourtant j'avais soutenu et défendu sur d'autres cieux. Il me souvient que il n'y a pas longtemps, il avait été traité par la même bande d'influenceurs, de voleurs, de ceci, de cela. Moi, sans avoir besoin de lui demander son autorisation, je l'avais défendu. Mais là, j'étais devant un choix que j'ai fait, simplement parce que je me suis dit, à un moment de la vie, vaut mieux le faire maintenant que trop tard, parce que quand les carottes sont cuites, elles sont cuites. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir un peu plus en avant, avez-vous compris la démission du ministre Issa Chiroma du gouvernement Biya? Pour vous, quelles sont les raisons qu'il vous a données? Était-ce une logique? Comment envisage-t-il la suite dans ce regroupement voulu des partis de l'opposition? Moi, je suis très politique et je sais que la politique, c'est un jeu d'intérêt, d'accord? Donc, je suis bien consciente de cela. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il ne voyait pas son patron depuis trop longtemps pour continuer à penser que cette alliance qu'il avait avec lui ou ces accords qu'il avait avec lui pouvaient continuer. Donc, il n'y croyait plus. Il m'a dit qu'il se retirait parce que désormais, ceux qui faisaient entrave et qui se mettaient entre son patron et lui, il n'arrivait pas à s'entendre avec eux, il n'arrivait pas à obtenir d'eux le minimum qui lui avait été promis par son patron. Bon, quel est le minimum qui lui avait été promis par son patron? On a parlé de certains projets, en l'occurrence la route Ngaoundéré-Garoua. Il disait que rien n'avait commencé, donc pour lui c'était un signal fort que les engagements du président Paul Biya vis-à-vis de lui ne seraient pas tenus. Bon, voilà. Ça, c'est la raison officielle qu'il m'a donnée. Il m'a dit je ne peux pas tenir alors que je n'ai plus mon allié comme interlocuteur. Voilà. Désormais opposant, candidat, engagé pour des alliances politiques, vous pensez qu'il sera en alliance avec qui? Au regard des tractations que vous avez laissées. Non, alors, d'abord pour être en alliance, il faut convenir de critères.
Quand je partais, on n'avait pas encore défini les critères sur la base desquels on choisirait une candidature consensuelle. Tout le monde veut être président de la République, personne ne veut céder le lead. S'il n'est pas président de la République, qu'est-ce qu'il serait? Est-ce que ce serait intéressant ou pas? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, c'est une grosse déception parce que j'ai quand même assisté à plusieurs réunions qui avaient pour but tant auprès du groupe de Douala ces derniers moments ou de l'appel de Fumban. J'avoue que on sent un besoin, enfin une nécessité absolue d'avoir une candidature consensuelle sans que les principaux leaders, c'est-à-dire ceux qui sont supposés virtuellement, j'entends, parce que rien n'est dit. On dit que tel a tel poids, mais ça ne veut rien dire. Sur le terrain, ça ne signifie rien. En ce moment, les signaux que les gens veulent entendre, c'est des signaux clairs de ce que la situation va s'améliorer. Donc il faut quand même construire cette image, ce message de changement en amélioration qu'il faut. Donc je n'ai pas senti chez les principaux leaders une volonté de céder la place à l'autre pour des raisons pratiques ou techniques. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas arriver à faire d'alliance. Peut-être qu'il y aura des alliances de circonstances, un peu des alliances Yango, par-ci, par-là. On voit bien, parce que si j'ai été, on va dire, entre guillemets, sacrifié, c'est parce que on espère qu'il y aura cette alliance-là. J'espère que ces alliances-là vont aboutir et qu'elles vont donner, je leur souhaite ça, qu'elles vont donner des résultats. Mais sincèrement, Monsieur Dipita, je dois dire que pour le moment, je n'ai aucune visibilité. Je lisais aujourd'hui encore l'appel lancé par la présidente de l'UDC, qui, elle, continue à s'accrocher à cette candidature consensuelle, qui continue à l'espérer de toutes ses forces, parce qu'elle a bien conscience que sur le terrain, les forces sont inégales et que le RDPC qu'on définit n'est pas du tout. Il ne faut pas croire, nous sommes en politique. Donc quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, mais si on en est encore aujourd'hui à appeler à cela, vraiment j'ai très peu d'espoir. J'ai très peu d'espoir. Et vraiment, je suis, non, le mot qui me vient à l'esprit, c'est désabusé. Je ne suis même pas sûre que je sois désabusé. Je suis triste. Je suis triste pour le pays parce que finalement, on n'a pas d'hommes et de femmes capables de signifier de manière claire qui se retireraient à condition d'eux, par exemple, vous voyez, dans une négociation claire. Tout le monde fait, de l'équilibrisme dans les échanges, sans se positionner et sans faire de propositions concrètes. Voilà. D'accord. On va parler à présent de votre lutte pour la protection des terres et autres, sous fond de bataille communautaire. Mais avant, je souhaiterais qu'on écoute à présent le président de la conférence épiscopale nationale. Il s'agit des évêques catholiques qui sont allés à la rencontre, et sur son invitation, du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Évidemment, c'est dans le cadre des consultations larges nationales qu'il a entamées en vue de la candidature de Paul Biya. Suivez. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a le droit d'exercer son droit politique. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Et on a aussi pris l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, certaines douleurs de nos fidèles, des Camerounais, pour qu'il amène au chef de l'État qui lui a envoyé de nous rencontrer. Et notre message principal pendant cette rencontre, c'est que nous tous, les Camerounais, on doit continuer à prier, pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest et je peux vous dire
ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Donc on ne veut pas que notre pays tombe encore dans ces violences qu'on a vécues au nord-ouest et au sud-ouest. Mais c'est très important que notre Église catholique continue à travailler pour la justice, pour la réconciliation et la paix. Ça, c'est notre message principal. Je suis très satisfait. On a déjà exprimé notre souhait d'avoir beaucoup d'échanges comme ça, qu'on n'attend pas seulement les moments des élections pour avoir un échange avec les autorités de notre pays. Donc le secrétaire général lui-même nous a assuré qu'il va voir comment multiplier des occasions pour continuer à avoir des échanges. Merci. Voilà un peu en résumé ce qui ressort de l'échange entre ces institutions-là, je l'ai dit, la conférence épiscopale nationale et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence au nom du candidat président Paul Biya. Pour finir définitivement avec la politique, Jean Soga, Issa Chiroma candidat, pour vous Issa Chiroma ferait-il un bon président de la République, si jamais? Alors, il faut que je vous dise que je suis en situation de personne abusée. C'est-à-dire? Dont la confiance a été abusée. Vous savez, il a construit une personnalité, peut-être même que c'est mon imaginaire finalement qu'il a construit, d'une personne réservée, pondérée, qui prend le recul, qui gère la pression. D'ailleurs, les années passées en prison m'avaient donné l'impression que ça avait forgé une certaine force de caractère en lui. Mais là, je l'ai vu céder sur une pression cybernétique de quelques jours. Et il a sacrifié tout au point de faire des sorties que je trouve politiquement malheureuses en me taxant de tribaliste, voyez-vous. Donc, je suis en situation de personne abusée. Et je me dis, s'il n'a pas pu tenir, lui qui nous a déclaré, moi je reprends les propos qu'il nous a tenus à sa conférence de presse, il a dit que être président, c'est un métier H24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, très bien. Mais on s'imagine que là-haut, il y a une pression énorme, tant internationale qu'intérieure. S'il n'a pas pu tenir 3-4 jours sur Internet, comment pourrait-il tenir en tant que président de la République? Est-ce qu'on s'imagine un tout petit peu ce que cela serait d'avoir un président qui s'affole si on lui met une petite pression dessus, qui sacrifie peut-être son Premier ministre, qui sacrifie le secrétaire général, le président de la République, etc. On a vu par ailleurs d'autres politiques moins expérimentés que lui qui ont tenu la pression. Lorsque leurs collaborateurs ont été indexés, ont été vilipendés, ils ont pris leur défense. On a vu, c'est pas la première fois que ça arrive, et là, je tombe un peu de haut, il faut dire. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir quelle est la solidité réelle du candidat Issa. Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus être avec lui. Voyez. En d'autres termes, il ne ferait pas un bon président. En tout cas, pas tel que je me l'imagine, tel que j'imagine que le président de la République du Cameroun devrait être. D'accord. Tournez cette page. Quelles sont vos perspectives politiques? Vous restez dans l'engagement, qui c'est peut-être pour derrière un autre éventuel candidat pour faire partie du président Biya. Vous rejoignez le président Biya, je pose des questions. Comment vous voyez votre suite dans cet environnement? Et si je vous disais simplement que je serais un observateur? Ben, je le vous croirais. Ben voilà, donc pour le moment je suis, comment on dit ça, j'observe les événements. Je vous ai dit que je suis désappointée par le comportement des uns et des autres. Et j'ai en même temps un pays qui doit continuer à fonctionner, à qui il faut donner une direction. Pour moi, c'est plus la direction qui est importante, la direction qu'on donnerait au pays qui est importante, plutôt que les individus qui seraient là. Parce que j'ai bien compris en fait que l'homme providentiel, tel que je me l'étais imaginé dans la tête, n'existe peut-être pas et qu'il faut revoir les choses différemment. Et j'espère, moi j'appelle de tous mes voeux une candidature consensuelle, s'il y a lieu, parce que sinon, franchement, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Voilà. Jean Soga, vous êtes connu pour vos prises de position sur la protection des terres dans le Mungo. Qu'est-ce qui motive fondamentalement cet engagement? Alors, je ne suis pas, comment dire, notre commission, notre comité œuvre pour la protection, pas pour la protection, pour la restitution. Faites un peu l'origine de ce comité. Comment est-il créé? Quels sont ses objectifs? De qui est-il composé? Comment il fonctionne? Bon,
déjà de qui il est composé, il faudrait que je vous fasse une liste. Nous sommes environ 700 à travailler avec des expertises diverses. Nous avons des juristes, des historiens, nous avons des gens de la sécurité, nous avons de tout là-dedans. Nous avons des magistrats, nous avons de tout pour essayer de réunir un certain nombre d'informations. Alors, à l'origine, elle est elle est multiple. La mienne, elle réside dans la remise d'une cantine contenant des documents par mon beau-père. Mon beau-père a occupé un certain nombre de fonctions dans l'administration territoriale et avant ça, il a été diplomate et avant ça, il a été secrétaire de Mesmer. Donc, il avait un certain nombre de documents qu'il avait mis dans une cantine. Il me les a confiés. Il m'a dit, écoute, tu es très intéressé par la politique, mais je t'assure que si tu t'étais plongé sur l'histoire du Mungo, ce serait plus intéressant pour toi de demander la restitution des vrais faits historiques de ce qui s'est passé dans le Mungo et de la restitution des terres qui demeurent entre les mains des personnes qui n'ont pas qualité. Ça, c'est mon beau-père. Mais j'ai rencontré, lors de mes travaux de recherche, parce que les documents à eux seuls ne suffisaient pas, il fallait d'abord m'assurer qu'au niveau des archives nationales, ces documents figurent, comparer avec ce qui se trouve dans les archives nationales et voir quelle est la véracité des faits qui étaient relatés. Donc, dans cette démarche-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient intéressées à la même chose, qui sont toutes originaires du Mungo, du Mbam et du Nkam. Et on s'est retrouvés à travailler ensemble, à comparer nos documents et essayer de recouper les informations. Et effectivement, il se trouve que notre comité a trois problématiques qu'elle gère. Donc, nous avons des commissions qui ont des buts ou des objectifs différents. Il y a la commission à laquelle j'appartiens, c'est celle qui demande la restitution des faits historiques en l'État et la restitution des terres envahies et accaparées par les miliciens de l'armée de libération nationale du Cameroun et leurs descendants aujourd'hui. Il y a une commission qui travaille sur la protection des terres, du Mungo, du Mbam et du Kam. Et il y a une troisième qui travaille sur la problématique de la représentativité dans le Mungo, le Mbam et le Nkam des autochtones. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont représentés dans les différents paliers sociétaux tels que les mairies, etc., etc. Moi, je travaille avec la commission qui ne se préoccupe que de la restitution des faits historiques vrais concernant les événements qui ont eu lieu dans le Mungo entre 1957 et 1970, que nous avons appelé un génocide, selon la définition de l'ONU, et la restitution des terres qui sont encore entre les mains aujourd'hui de ceux qui, à l'époque, étaient des miliciens de l'armée de libération nationale du Cameroun. Quels sont selon vous aujourd'hui les différents dangers qui menacent ces problèmes de terre? Alors il faut dire une chose, c'est que ce n'est pas le fait du hasard que dans la sphère Internet, on voit monter des relents des relents fascisants et autocratiques. C'est parce que le problème foncier touche le volet économique de plein fouet. La plupart des hommes et des femmes d'affaires au Cameroun possèdent ou disent posséder, occupent tout au moins de grandes superficies de terre dans le Mungo, le Mbam et le Nkam. Ce sont ces terres-là qui produisent, en fait, dont le produit est revendu et leur permettent d'avoir, on va dire, les moyens, une assise financière. La terre ne trompe pas, on le dit, ce n'est pas seulement un slogan. Et donc, évidemment, bousculer cela en disant à l'État, parce que nous nous adressons à l'État, notre interlocuteur, ce ne sont pas les occupants. Nos interlocuteurs ou notre interlocuteur, c'est l'État du Cameroun, auquel on demande d'appliquer les dispositions du préambule de la Constitution en matière qui parle de la protection des autochtones. D'accord? Ça, c'est d'un. Et d'appliquer également l'article 5 qui parle de la continuité des services. Parce qu'un certain nombre de dispositions avaient été prises par l'administration coloniale. En l'occurrence, protéger les terres des indigènes autochtones par des concessions, des conventions de concession dans lesquelles il était stipulé que lorsque les colons partiraient, ils remettraient les terres aux indigènes autochtones. Et donc, on demande à l'État de faire respecter ces dispositions-là en retirant des terres
aujourd'hui accaparés, ceux qui n'ont pas qualité à y être, qui venaient en fait dans le cadre de prétexte de lutte contre l'indépendance et qui les ont occupés et qui sont en réalité de toutes origines. C'est ça qui est effectivement, on va dire, assez embarrassant. C'est qu'ils sont de plusieurs origines, mais il n'y a que un groupuscule qui se réclame d'être d'un regroupement ethnique particulier qui s'agite. Tous les autres font profil bas parce qu'ils savent qu'effectivement ils sont sur le terrain, ils attendent de voir si l'État va réagir et comment négocier éventuellement soit un retrait, soit une reformulation de leurs occupations, j'en sais trop rien. Mais les seuls qui rentrent dans la violence verbale et qui accusent tous ceux qui travaillent sur la question ou qui s'expriment sur la question de tribalisme, c'est ceux qui appartiennent au regroupement ou qui disent appartenir au regroupement, à un certain regroupement tribal. Voilà. Alors pour vous, quelles solutions concrètes proposez-vous pour sécuriser les terres contre les spéculations et les expropriations abusives aujourd'hui? Le respect de la loi, uniquement parce que la loi foncière au Cameroun est l'une des meilleures au monde, dans la mesure où elle prévoit 2 tempéraments qui permettent éventuellement de revenir sur un titre foncier frauduleusement acquis. Il faut simplement respecter la loi. La loi se respecte par la lutte contre la corruption, c'est-à-dire que si on pouvait empêcher l'administration de poser ces actes qu'on voit là, c'est-à-dire priver les communautés de leurs terres en les offrant symboliques, sans même parfois respecter les mercuriales connus. Si on pouvait déjà empêcher cela, exiger le respect de la loi, ce serait formidable, parce que la loi en elle-même n'est pas mauvaise. C'est son application qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des contournements qui ne ressortent de rien, mais qui sont, imprégnés dans une sorte de tolérance administrative qui est extrêmement nuisible pour les communautés autochtones. N'empêche que dans l'espace public médiatique, cybernétique aussi, vous êtes accusé de prise de position, je failli dire, tribal, identitaire, sous fond de propos assumés, par contre, sur la défense de certaines communautés dans l'espace public. Comment réagirez-vous à cela? Assumé par quoi? C'est-à-dire, j'ai assumé quoi, par exemple? Vos propos. Non, j'assume mes propos. Si je parle de tuer, c'est pas un mot que j'ai inventé, je l'ai trouvé, je l'ai découvert d'ailleurs à la faveur de toutes les correspondances. Tuer, c'est le nom que les paysans avaient donné aux miliciens de l'armée nationale du Cameroun, parce que quand on les voyait arriver, c'était désolation et mort. Donc, il y avait toujours des guetteurs aux environs des champs qui venaient en courant, dire tuer. Parce que c'était trop long de faire des phrases, il fallait leur donner un pseudo. Ce pseudo, je l'ai trouvé, et ils viennent d'ailleurs, on nous a expliqué qu'ils viennent de la Menoua, parce que c'est là-bas que ça a commencé, qu'ils ont commencé à les appeler comme ça, et puis tout le Mungo, tout le Mbam et le Nkam a adopté cette dénomination. Donc quand j'en parle, je ne m'adresse pas à X ou Y, j'utilise un mot qui était connu à cette époque-là. Quand je relate des faits ou que je rappelle des faits qui sont produits, c'est vrai. C'est-à-dire que si je parle des femmes qui ont servi d'esclaves sexuels dans ces moments-là, c'est la vérité. Si je dis qu'on a tué des chefs traditionnels, c'est la vérité. Je veux dire, c'est consigné dans les rapports de police, c'est rappelé dans des arrêtés de premiers ministres, de préfets, etc. Donc je veux dire, il y a quand même une documentation là-dessus. Ce ne sont pas des choses qui sont sorties. C'est vrai que c'est difficile de les assumer. Lorsque on pense être attaché à un arbre généalogique qui a ces personnes-là, c'est difficile d'assumer cela. C'est-à-dire que si vous allez par exemple rencontrer les enfants des nazis aujourd'hui, ils ont du mal à assumer que dans leur famille, dans leur arbre généalogique, figurent des gens qui ont posé des actes aussi graves que ceux posés par les nazis. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Je vais te parler un angle serré, mais bon. Cela dit, certains voient un discours profondément tribal. Oui, je parlerai de quoi? Je suis Bassa moi-même, donc je parle pour qui? Est-ce que vous m'avez entendu un seul jour, tenir des propos allant dans la revendication de terre dans le pays Bassa? Jamais de la vie. Je parle des gens qui sont, on va dire, privés de leur droit à la vie, parce que la terre c'est la vie. Si vous privez une communauté de sa terre, si vous rayez son village de la carte du Cameroun, vous faites des apatrides à l'intérieur, du moins, vous faites des gens en errance. D'accord? Je parle d'eux. Si c'est tribal de rappeler que des choses, encore qu'il y a plusieurs tribus dans le Mungo, si c'est tribal de le rappeler, alors bon, on va dire que c'est tribal. Mais je trouve que c'est un peu abusé et c'est
intentionnellement choisi, le mot intentionnellement choisi, pour essayer de me culpabiliser, de nous culpabiliser, parce que je suis peut-être la voix, je vous l'ai dit, d'un certain nombre de personnes. Dans ma commission, à moi, il y a environ 160 personnes qui travaillent. Alors, c'est indiquer que 160 personnes sont des tribalistes, je dis, pour moi, c'est un abus de langage. Je pense que c'est choisi délibérément pour essayer de museler la parole, de l'éteindre, essayer de faire en sorte que cet élément-là devienne une gêne pour l'État et que jamais il ne se prononce. Et je pense que c'est à tort, parce que le but, c'est de réconcilier les Camerounais. À un moment donné, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt ramener les gens les uns vis-à-vis des autres, reconnaître que ce qui a été fait aurait pu ne pas l'être fait, amener réparation à tous ceux qui sont aujourd'hui frustrés et privés de leur droit à la vie et réconcilier enfin les Camerounais. Où placez-vous la limite entre défense identitaire et repli communautaire? Défense identitaire, pour moi, c'est défendre les droits d'une identité, d'une communauté. Repli identitaire, c'est se replier dans cette communauté. Je ne pense pas que je suis en position de repli. Je vous l'ai dit, j'ai une famille, bon, on est quand même assez nombreux dans la famille, j'ai de tout. Chez moi, on a l'habitude de dire que si nous devions chacun nous exprimer dans dans sa langue d'origine, ce serait une sorte de... Non, bah oui, ça serait une sorte de tour de Babel où certains ne comprendraient pas les autres, etc. Non. Sincèrement, je trouve que c'est une accusation dans le but de me culpabiliser, mais je peux vous assurer d'une chose, monsieur député. Non seulement je ne me sens pas du tout tribaliste, je n'ai pas l'intention de le devenir, de me renier moi-même, ni de renier toute l'éducation que j'ai reçue, mais je suis amusée par le fait que ceux qui me traitent de tribaliste pensent à prendre l'avion pour aller, comment dire ça, se recueillir sur la tombe d'un de leurs frères de village, alors que les tombes de Ruben Ouniobé sont à 25 minutes de Yaoundé. Oui, je pense à lui. Il m'a traité de tribaliste puisqu'il a adopté le langage de ceux qui m'ont harcelé sur la toile. Je rappelle que la tombe de Ruben Ouniobé est à 25 minutes de Yaoundé, elle est à Boumiébel. Je rappelle que celle de Jean-Marie Mbida n'est pas très loin. Je rappelle également que celle d'Ernest Ouandjé, dont il se fait aujourd'hui le fervent défenseur, n'est pas loin non plus. Elle se trouve à l'ouest et je n'ai jamais entendu jusqu'ici, comment dire ça, même pas lors d'un de ses passages à Douala, le président Issa Chiroma demandait à aller se recueillir sur la tombe de Ruben Ouniobé, qui est l'un des pères de la nation camerounaise, qu'on le veuille ou pas, comme tous les autres que j'ai cités. Et donc, je me demande qui est tribaliste, parce que moi, je me suis penchée sur toutes ces tombes-là, y compris celle du président Amadou Yaïdjo, et je n'ai pas eu besoin de faire des photos ni de vidéos pour montrer mon attachement. Je vais me recueillir sur les tombes de ces gens-là, parce que j'estime que chacun d'eux a écrit une partie de l'histoire de notre pays. Et si je veux parler des pères fondateurs, je parle de tous, je ne parle de personne. Alors, Jean Soga, pensez-vous que le débat identitaire est inévitable et que l'occasion de cette élection présidentielle est opportune pour le poser sur la table et déterminer qui c'est peut-être le choix des électeurs? Bon, je pense que ceux qui ont aujourd'hui pris certaines positions ont donné des indications peut-être négatives à certaines communautés. Et qu'il va falloir qu'ils fassent des efforts pour redresser la barque. Et je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'est compliqué. Mais je pense également que la restructuration de la forme de l'État est importante. Je suis pour un fédéralisme à 4 États, 3-4 États, qui permettrait d'avoir des États fédérés qui raffermirait en fait les rapports entre les Camerounais, en donnant la possibilité aux Camerounais, au sein des États fédérés, d'être, comment dire ça, de pouvoir développer chacun son État, de pouvoir donner à son État et de se défaire d'une hyper-centralisation telle que nous la vivons aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un gouvernement un peu jacobin, avec du jacobinisme. Le jacobinisme, c'est l'hyper-centralisation des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est Yaoundé qui décide, même lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous voulez, je sais pas moi, investir, je prends Gaoundéré, hein, c'est vraiment un exemple d'école, vous voulez installer une usine de montage de véhicules en Gaoundéré, on vous dit non, il faut plutôt aller, je sais pas moi, on vous dit il faut plutôt aller à Saint-Mélima.
alors que Saint-Mélima n'a pas de train et que vous avez besoin de la voie ferrée pour emmener les pièces détachées. C'est un moyen de transport moins cher que les camions, etc. Donc, toute cette problématique-là serait résolue si la forme de l'État pouvait être, changée. Et c'est pour ça que j'étais d'accord avec le programme du candidat. C'est l'une des raisons, puisque j'ai travaillé sur ce programme-là, j'étais d'accord avec ce programme-là. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que il faut véritablement que les électeurs fassent leur choix en fonction des intérêts à court terme. À court terme. Il faut que leurs intérêts à court terme soient résolus parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qui ne peuvent plus attendre, qui doivent être résolues maintenant. Voilà. Dans le choix dans leur choix politique. Votre fédéralisme soutenu rejoint-il le fédéralisme prôné par le SDF? Il est plus proche de celui du SDF que de celui que je prône moi, plus proche de celui du SDF que celui de Cabral Libye, qui est étalé sur une sorte de fragmentation. Fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire qui, je le crains, ça c'est ma crainte, mais je peux me tromper. Hein. Je veux dire, je ne peux pas dire que j'ai passé des nuits et des nuits à étudier son programme non plus, mais qui pourrait être à l'origine d'une radicalisation du tribalisme plutôt, voyez-vous. C'est-à-dire, et ça me gêne un peu, c'est-à-dire moi j'aurais vu une volonté de rassembler les gens autour d'un État, ce qui pourrait casser en fait la dynamique de la tribalisation du débat en ce moment, plutôt que de faire comme il fait là, mais bon, je veux dire, peut-être que je n'ai pas suffisamment étudié son libéralisme communautaire et je me demande que fédéralisme, pardon. Son fédéralisme communautaire. Oui, fédéralisme communautaire. Peut-être que je n'ai pas suffisamment étudié et peut-être qu'il est... Je devrais m'y pencher. Mais pour moi, véritablement, 3 ou 4 États, ce serait déjà largement suffisant et ça permettrait véritablement à ces États fédérés de s'autodévelopper. Ça donnerait de l'autonomie à l'État du Septentrion parce que le Septentrion a besoin de se retrouver, voyez-vous, a besoin de casser les clivages qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que la région du Nord qui regarderait la région de l'extrême Nord différente, qui regarderait avec un peu de condescendance celle de la Damawa, il faudrait trouver une dynamique qui réconcilie les gens, tout comme dans le Grand Sud. Vous avez, je ne sais pas moi, des séparations qui ne s'expliquent peut-être pas, celle de la Sanaga maritime et du Nion, et dans un État fédéré, ça pourrait résoudre cette problématique de séparation ou de frontières administratives, parce qu'à la tête de ces États fédérés, il y aurait des gouvernements, des gouverneurs élus, et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, de là, vous voir soutenir la candidature du SDF, le fossé est-il allègrement franchi? Écoutez, je l'ai dit dans une de mes précédentes sorties, je vous le dis à vous. Franchement, dire aujourd'hui pour qui je militerais, ce serait contraire à mes habitudes. J'aime observer les choses, j'aime prendre ma décision en toute connaissance de cause, être sûr que ce n'est pas une décision que je prendrais à l'emporte-pièce en réaction à quelque chose. Et aujourd'hui, la situation que je viens de traverser est suffisamment délicate et complexe pour que je prenne le temps de la décision. Jeanne Soga, merci. Merci, député. Merci de m'avoir invité et puis merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur la question. Le plaisir est nôtre. On espère également que nos téléspectateurs ont évidemment apprécié ces moments de découverte de la personne, ces moments également de profondeur politique, d'engagement et surtout ce jet pour l'avenir de notre pays. Jeanne Soga, plus de 35 ans dans la politique, c'est ouverte, c'est confié. On espère que vous en avez appris. Bonsoir, bon dimanche. Demain, c'est lundi. D'emblée, je vous souhaite un excellent début de semaine. À dimanche prochain.